Vous habitez en Suisse et vous voulez acheter un bien immobilier. Bien sûr, se pose la question du financement. Et compte tenu du prix de l'immobilier, autant vous dire que c'est un sujet très important. Alors comment fonctionnent les prêts immobiliers en Suisse? Quelle est la durée moyenne d'un prêt? À quoi faut-il faire attention quand on emprunte en Suisse? Tout autant de questions que j'ai posées à Thibaut Foucard, fondateur d'Accessial, une société active dans la gestion de patrimoine en Suisse romande. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Alors, bonjour Thibaut. Donc on va passer un petit peu de temps avec toi. Tu vas nous expliquer tout ce qui se passe et de nous donner des conseils pour tout ce qui est relatif à l'achat d'un bien immobilier, notamment au financement d'un bien immobilier avec des prêts hypothécaires. Donc, écoute, première question simplement, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? Oui, bonjour David, merci de me recevoir. Donc Thibaut Foucard, donc je suis le gérant du cabinet Accessial qui est basé à Nyon et à Genève. Donc la volonté de notre société, c'est vraiment de réellement créer une véritable synergie pour épouser les mêmes valeurs avec nos clients. Donc on va les guider en fait et les accompagner dans le financement hypothécaire, donc la recherche du meilleur financement, des meilleures conditions, jusqu'à la signature chez le notaire. Donc tout ça couplé à un suivi rigoureux, de l'efficience et de la réactivité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force et notre réputation. Avant de parler de prêts, parlons des biens immobiliers. En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire des prix des biens? Est-ce que tu as des idées de prix à nous donner, hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le marché, donc ça peut être intéressant d'avoir quelques repères. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'imaginez bien, les prix des biens varient énormément en fonction des cantons, des communes. Donc, actuellement, on vit une période qui est quand même relativement haussière par rapport à tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'elle est aussi naturellement assez généralisée. Vous couplez à ça vraiment une pénurie de l'offre. C'est ce qui mène considérablement à faire grimper les prix. Donc, en ce moment, c'est clairement le moment de vendre s'il y a une volonté. Les prix en général, alors encore une fois, je reviens dessus, tout dépend du canton, mais si on prend le canton de Genève jusque Lausanne, donc district de Nyon, Terre Sainte, etc., on va être systématiquement supérieur au million. Ça va être très compliqué de trouver quelque chose inférieur au million de francs, ça c'est sûr. Attention aussi, quand même, un petit conseil, à ne pas vendre trop cher, ça c'est très important. Même si on peut vouloir profiter de la conjoncture pour une problématique qui est la suivante, c'est que si vous vendez trop cher et que l'estimation de la banque est inférieure au prix que vous demandez, l'acheteur, naturellement, devra complémenter les fonds propres qui n'étaient pas forcément prévus dans le plan de financement de base. Donc, ça veut dire que ça peut compromettre finalement l'achat par l'acheteur, en fait. Complètement. Et surtout que cette différence ne peut pas être amenée en deuxième pilier. Ça doit être automatiquement des liquidités. D'accord. Bon, tu vas pas te faire que des amis, hein, si tu dis aux gens de ne pas vendre trop cher leurs biens. Mais par contre, c'est un excellent conseil, je trouve. Alors, on dit qu'un prêt immobilier permet souvent de réduire ses frais de logement, donc notamment son loyer, hein, notamment parce que la mensualité du prêt sera souvent inférieure au prix de la location. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, on va dire que oui, c'est vrai. Donc, étant donné les taux historiquement bas, tu as tout à fait raison par rapport à ça. Cependant, ce qui va parler pour répondre à cette question, c'est les chiffres. Donc, ça donne vraiment matière à faire des calculs. Lorsqu'on fait un accompagnement, on va automatiquement calculer l'impact fiscal sur le revenu imposable, l'impact sur la fortune imposable, et on va calculer bien sûr aussi le loyer hypothécaire en comparaison avec un loyer actuel. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu bloques un taux fixe à 10 ans à 1,85, alors après, encore une fois, ça donne matière à des calculs, je reviens vraiment là-dessus, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va être inférieur à un loyer, en fait. Ça, c'est une certitude. Ah, ça, c'est vraiment un grand apprentissage justement pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le marché. Voilà. Après, effectivement, la problématique, c'est l'accès à la propriété. Mais ça, c'est un autre sujet. On va en parler justement un petit peu après. Exactement. Est-ce que par hasard, tu aurais des exemples à nous donner ou pas forcément en tête?
La Euh, différence loyer, et prêt, non, pas forcément. alors là, comme ça, il faudrait que je ressorte des dossiers de clients. Donc ça va être compliqué, il faudrait faire des calculs, mais en tout cas, je peux te certifier que voilà, avec la conjoncture des taux actuels, même si actuellement on est quand même sur une période où c'est occupé à monter depuis quelques temps, et puis ça varie vraiment du jour au lendemain, on est quand même on va dire qu'on peut diviser par deux, voire par trois si tu prends un loyer sur un bien et que tu prends l'équivalent sur un achat en termes de loyer hypothécaire, on peut diviser par deux, voire par trois la mensualité. C'est énorme. Oui, ouais, effectivement, ouais. Ça, c'est vraiment dû à la conjoncture des taux, hein. À l'époque, on était sur des taux à 5, 6% et plus. Là, c'était un autre débat, mais aujourd'hui, c'est sûr que en termes de loyer, on est vraiment on est divisé par deux, voire par trois, selon les situations clients. Merci Thibaut. Alors, quand on s'engage pour un bien immobilier en fait en Suisse, c'est-à-dire que voilà, je m'intéresse à un bien immobilier, je suis prêt à l'acheter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Comment ça se passe en fait? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on doit signer quelque chose? Est-ce qu'il y a des contrats? Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, premièrement, lorsque vous achetez un bien, il y a deux possibilités. Soit faire un protocole d'accord ou de réservation. Donc ça, c'est un accord écrit entre les deux parties, donc acheteur-vendeur, qui va être signé, bien évidemment, mais qui ne sera pas notarié. D'accord? Dans ce protocole, il y aura bien sûr des modalités d'annulation. Seulement, vu que c'est un document qui n'est pas notarié, si demain il y a un litige, il ne sera pas recevable. Ça, c'est très important. Donc, en parallèle à ça, vous aurez la promesse d'achat et de vente. Donc ça, c'est vraiment un contrat. Donc c'est un acte établi devant le notaire. Donc là, on va engager les deux parties, donc à conclure une vente. Sur ce document-là, il sera stipulé toutes les conditions du transfert, donc le délai, le prix, etc. Il va naturellement aussi être notifié avec des conditions suspensives, donc liées à l'administration, ou alors sur une condition sur le fait que l'acquéreur ne pourrait ne pas se voir octroyer un prêt hypothécaire, par exemple. Ça va être très fréquent que l'acheteur verse un montant qui équivaut entre 5 à 10% du prix du bien pour la réservation. Et s'il y a une des deux parties qui se rétracte, là, effectivement, le juge peut obliger à respecter les engagements. Mais c'est très important de toujours faire des documents notariés pour que ce soit recevable en cas de litige. Oui, parce qu'effectivement, vu les montants, s'il y a litige, ça peut faire très mal, hein. Effectivement, oui, tout à fait. Merci Thibaut. Pour se voir accorder un prêt dans une banque, hein, on voit bien que les montants sont importants. Donc, quelles sont les conditions? Alors, premièrement, il y a une première chose qu'il faut respecter, c'est la LFIE, donc c'est la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères, si c'est le cas, d'accord? Ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut être exempté de poursuites, et à partir de là, effectivement, on peut parler de financement. Donc, au niveau du financement pur, donc il faut amener 20% d'apport, d'accord? Donc, la moitié de ces 20%, donc 10%, doivent être impérativement amenés en fonds propres durs. Quand on parle de fonds propres durs, on parle de cash, d'une donation, d'une avance douarie, d'un prêt de tiers, une valeur de rachat d'un troisième pilier A ou B. L'autre partie de ces 20%, donc les autres 10%, et ce n'est pas une obligation, peuvent être amenés par un retrait EPL. Donc c'est un retrait deuxième pilier dans votre caisse de pension, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire 20% de liquidité. À savoir, c'est important, c'est que si le taux d'endettement n'est pas maintenu à 33%, donc en ratio de charge-revenu, avec ces 20% minimum, d'accord, il faudra complémenter soit par du cash, donc des fonds propres en dur, ou du deuxième pilier. Merci. Donc, il me semble, hein, que le Parlement est en train de revoir un peu les conditions pour les assouplir, hein, sauf erreur, hein. Je crois que c'est en cours, ou en tout cas en train d'être discuté. D'accord, merci Thibaut. Ouais. Est-ce qu'il y a un ratio d'endettement maximum par rapport au revenu, au salaire? Enfin, est-ce qu'il y a ce genre de choses, ou comment ça se passe en fait? Alors, on va dire que sur papier, c'est 33%, d'accord? On peut avoir des banques qui peuvent monter jusque même 38%, mais là, ça va vraiment dépendre du profil du client. Ils vont prendre tout en considération naturellement. Ils peuvent des fois monter à 34, 35.
On peut aller même des fois jusque 38. Bien évidemment, au plus le taux d'effort dépasse les 33%, au moins, enfin, au moins les conditions seront bonnes. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est une certitude, c'est que être dans les 33%, ça ne peut que être bénéfique pour vous. Mais des fois, ça peut arriver qu'on n'y arrive pas. Donc, les banques font ce qu'on appelle des ETP. Et du coup, par rapport à ça, bah, elles vont au-delà des 33%. En contrepartie, les conditions sont un petit peu moins bonnes. Mais vous êtes, Pardon? je dis, mais dans la finalité, vous êtes financé, ce qui est finalement le plus important. Et ETP, peut-être, pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? Alors, ça veut dire except to policy, donc c'est une exception à la police, en fait, au contrat, si tu préfères. Voilà. En fait, ils font une dérogation. Merci, Thibaut. Peux-tu nous expliquer la différence entre la durée du prêt et la durée de taux? Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique finalement au fonctionnement des prêts hypothécaires en Suisse, qui n'est pas forcément présent dans d'autres pays. Et je pense que ça nous intéresserait ça m'intéresserait que tu nous expliques tout ça. Oui, tout à fait. Alors, donc, en fait, la durée d'un prêt, en soi, s'il n'est jamais remboursé, vous l'avez à vie. Ça, c'est une première chose. Parce que vous allez payer les intérêts par rapport au taux que vous avez et le modèle de prêt que vous avez choisi. D'accord? Donc, la durée du taux, quant à elle, en fait, elle va dépendre du modèle hypothécaire. Donc, par exemple, sur une hypothèque à taux fixe, donc c'est la plus fréquemment utilisée, là, on va avoir un taux qui va être bloqué et sécurisé entre 1 à 15 ans, selon les institutions financières. Donc là, vous sécurisez par rapport à la hausse, mais vous ne profitez pas de la baisse. Et arrivé au bout, par exemple, si vous avez fixé sur 10 ans, il faut la renouveler. Généralement, c'est conseillé de faire un point sur l'hypothèque une petite année avant l'échéance pour voir si c'est intéressant de bloquer un taux, donc faire ce qu'on appelle un forward. Ensuite, si le prêt est de type Saron, d'accord? Donc là, c'est un prêt qui repose sur des transactions effectives du marché monétaire suisse. Là, on sera sur des durées qui seront beaucoup plus courtes. On va être sur des durées de 1, 2 ou 3 ans avec un taux qui varie au jour le jour, composé sur une période trimestrielle. Donc, pour résumer, la durée du prêt, si vous ne l'amortissez jamais, bah, vous le gardez à vie, d'accord? Et puis, selon le modèle, bah, il y a un renouvellement qui se fait. Et puis, la durée du taux, elle va dépendre, en fait, si vous prenez une hypothèque fixe ou une hypothèque Saron. D'accord. Saron, historiquement, c'est ce qui a remplacé le Libor, hein, c'est juste, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Le Libor Ouais. est assez controversé d'ailleurs par rapport à diverses choses. Donc, le Saron, c'est effectivement bien le remplaçant du Libor, ouais, tout à fait. Ouais, qui avait été parfois un peu manipulé par quelques banques, hein. Oui, exactement. Merci pour ces explications. Dans les crédits hypothécaires, en fait, en Suisse, on parle, et d'ailleurs, tu l'as pas dit comme ça, mais on parle d'une partie qui est non amortissable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi, en fait? Alors, j'imagine que tu parles du premier rang, parce que le deuxième rang doit être amorti sur 15 ans au plus tard à l'âge de la retraite. Euh, Cette partie, par contre, elle est bien amortissable. Mais en fait, la personne a le choix. C'est-à-dire qu'il peut garder sa dette à vie et payer uniquement les intérêts donc, du premier rang. Ou alors, si demain il bénéficie de liquidité, il peut l'amortir partiellement ou même complètement solder sa dette. Donc, il n'est pas lié à devoir absolument garder sa dette à vie. On a quand même le choix, heureusement. Mais effectivement, si on n'y touche pas, la dette continue à vie et on paiera les intérêts constamment, annuellement, comme ceci. Donc, c'est important aussi à savoir que certaines banques euh, ne vont pas autoriser des amortissements dits exceptionnels, d'accord, lorsqu'on est sur une hypothèque fixe. Ou alors, elles vont vous facturer un surcoût qui peut généralement s'avérer assez élevé. Si on souhaite amortir, c'est quand même préférable d'attendre l'échéance, naturellement, pour pas avoir à payer les pénalités. Ou alors, il faut prendre un modèle d'hypothèque basé sur le Saron. Donc là, effectivement, qui est beaucoup plus adapté à des personnes qui souhaitent amortir. D'accord, merci Thibaut. Finalement, si tu devais nous donner, voilà, faire un wrap-up là, et nous donner des conseils pour quelqu'un qui voudrait emprunter aujourd'hui en Suisse, c'est quoi tes conseils de pro? Alors,
Je pense que c'est la meilleure question pour clôturer ce podcast. Donc, premièrement, je conseille vraiment de ne pas se précipiter sur les biens. Alors, il faut évidemment se positionner très, très vite parce qu'il y a une pénurie foncière et il y a une demande qui est assez exponentielle. Donc, par contre, il faut faire attention à ne pas acheter trop cher pour une raison que je vais répéter, mais qui est ultra, ultra importante parce qu'on y fait face dans les accompagnements de financement de nos clients. En fait, pour pas avoir de surprise auprès de la banque, il faut vraiment que le client, lorsqu'il trouve un bien, qu'il le fasse estimer par les banques. Donc nous, ce qu'on fait automatiquement, c'est qu'il y a des personnes, lorsqu'ils ont trouvé un bien, avant qu'ils s'engagent dessus, l'agence immobilière a fixé un prix avec le vendeur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se renseigner auprès des diverses banques avec qui on travaille, comment est-ce qu'elles vont le juger, le considérer, pour être sûr que il n'y ait pas de surprise sur le plan de financement qu'on va appliquer sur le client. Ça évitera énormément de surprises parce que ça peut arriver des fois que le client doit complémenter quand même certains montants parce que les vendeurs profitent de la conjoncture pour vendre plus cher. Mais les banques, comme tu le sais David, elles vont faire une estimation de leur côté et si ça colle pas, il faut complémenter la différence en fonds propres. Autre élément sur lequel je vais aussi énormément insister, on a vraiment constaté que dans 80%, 90% des cas, la prévoyance n'est pas forcément faite lors d'un financement. Donc là, je vais parler ici de viabilité de la dette hypothécaire en cas de décès, invalidité, lorsqu'il y a un accident ou une maladie. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, dans un cas de prévoyance, devaient malheureusement revendre le bien, ce qui n'est bien sûr pas le but lorsqu'on achète. Par rapport à tout ça, donc Acessial va vraiment mettre en place un rapport complet de calcul de prévoyance et on va accompagner les clients à combler ces lacunes pour que le bien reste toujours le leur, peu importe ce qu'il advienne. Parce que ce n'est pas obligatoire, c'est ça? Exactement. Alors, il y a des banques qui vont automatiquement demander une assurance risque pur en cas de décès, mais ce n'est pas le cas de toutes les banques. J'ai vu des clients hors financement hypothécaire qui avaient déjà une hypothèque, donc on se rencontrait pour d'autres choses, et puis je me rendais compte, je dis, est-ce que la prévoyance avait été faite? On me dit que non, et puis je me dis, il faut absolument faire les calculs, c'est une évidence. Et on s'est rendu compte dans certaines situations que effectivement, le bien devait être vendu en cas de décès, par exemple, lors d'une maladie ou autre. Donc, ça peut être très, très problématique parce que naturellement, c'est pas le but lorsqu'on achète. Super. Merci Thibaut. Écoute, merci pour ces conseils. Merci pour tes éclairages et tes explications. Hein. On voit bien que c'est quand même un système très particulier, évidemment. Hein. Bon, chaque pays, on va dire, a son système, mais particulièrement celui-ci. C'est vrai que moi, je retiendrai principalement, notamment, alors c'est pas le seul, hein, mais le conseil que tu as donné par rapport à l'estimation du bien, parce qu'effectivement, si le bien vaut 2 millions estimé par la banque et qu'on vous le vend 2 500 000, eh bien les 500 000, finalement, c'est à vous de les financer de votre poche. Donc, voilà, merci en tout cas pour ce conseil. C'est peut-être aussi tout ça, explique aussi peut-être le fait que finalement, il y a un taux de propriétaires en Suisse qui est relativement faible en comparaison européenne, évidemment. On le voit bien, il faut quand même un certain niveau de salaire pour pouvoir être propriétaire. Quoi qu'il en soit, je te remercie infiniment pour tous ces conseils. Je rappelle donc que tu es le fondateur d'Acessial, une société d'ingénierie patrimoniale. Je sais pas, c'est comme ça qu'on peut le dire. Cabinet en gestion de patrimoine, effectivement, avec divers départements, fiscalité, financement hypothécaire, prévoyance. Effectivement, ouais, tu as tout résumé, on peut dire ça. Très bien, voilà. Et toi, tu es l'interlocuteur principal pour toute la partie préhypothécaire. Donc, si vous avez un bien immobilier en vue, la volonté d'acheter un bien immobilier en Suisse, eh bien, dirigez-vous vers Thibaut Foucard. Il vous saura vous conseiller. Je pense qu'il nous en a donné la preuve aujourd'hui. Merci en tout cas. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, David. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.